Les Français ont-ils un problème avec l'investissement? Si le pays épargne beaucoup, trop pour certains, semble même vouer un culte à la pierre, il n'y a pas de passion pour l'investissement. Si l'aversion pour le risque financier peut être culturelle, les outils proposés, essentiellement par les banques, semblent aussi très vieillissants. Voire pour certains épargnants, cette histoire date de 2008, avec la crise des subprimes, avec une confiance envers le système bancaire qui est totalement rompue. Je reçois Mathias Bacchino, le directeur des marchés européens de Trade Republic, un service qui simplifie l'investissement. Mathias, bonjour. Merci de nous accorder de votre temps. Avec plaisir. Commençons d'abord par votre parcours, parce que je crois qu'en fait, vous auriez jamais dû être, je ne sais pas si on peut dire banquier. Ouais. En tout cas, jamais vous auriez dû faire ce métier-là. Alors, j'étais pas parti pour, en tout cas. Moi, ma passion, on pourrait dire, intellectuelle ou personnelle, ou ce qui m'intéressait, en tout cas, quand j'étais ado, c'était plutôt les relations internationales, la politique, la géopolitique, l'économie. Donc, j'étais parti pour essayer, en tout cas, de devenir diplomate. Et j'ai fait un stage, en fait, comme chargé de coopération dans une ambassade au Kyrgyzstan. Et là, autant le job en lui-même me plaisait, c'est-à-dire monter ces partenariats, c'était passionnant. Et puis les différences culturelles aussi, les comprendre et pouvoir agir dans une culture différente de la sienne, c'est quelque chose qui est passionnant. Néanmoins, l'administration française ne brille pas toujours par son agilité. Ce n'est pas que le cas en France, c'est le cas à peu près partout aujourd'hui. Et donc il y avait une forme de bureaucratie dans l'administration publique qui, moi, m'avait à l'époque... Alors je ne suis pas génération Z, je ne suis pas aussi avancé que ça, je dirais, que certains jeunes d'aujourd'hui, mais à l'époque, ça me paraissait quand même un peu lourd, quoi. Et donc j'ai cherché d'autres choses, et comme souvent chez moi, c'est une rencontre et une conversation, un échange qui m'ont amené à m'intéresser en 2006, du coup, au secteur financier. Et donc là, vous entrez, j'allais dire, presque dans une entreprise qui a un fonctionnement d'administration privée, parce que vous rentrez à la BNP. Alors, c'est une très grosse banque. C'est une structure qui est importante dans l'économie française. Néanmoins, ce n'est pas une administration, ça reste une entreprise qui a des indicateurs de performance, des objectifs. Et C'est où, pour ça que je disais un fonctionnement. ouais, mais c'est vrai que, en fait, quand on prend ce qui est devenu aujourd'hui la nouvelle norme, qui est l'entrepreneuriat, qui est la start-up, qui est des modes de travail beaucoup plus agiles, à l'époque, on n'y était pas du tout, ça c'est certain. Néanmoins, pour moi, au début de ma carrière, ça a été une période très enrichissante parce que la méthode de travail en salle des marchés est très rigoureuse, quoi. Donc j'ai appris dans cet écosystème-là à travailler le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, et à gérer aussi une forme de pression qu'on peut avoir sur les marchés financiers. Ouais, gérer ses émotions aussi. C'est un enjeu essentiel. Moi, je l'ai découvert auprès de professionnels du secteur, qui étaient les traders, les market makers auxquels j'étais confronté. Moi, je travaillais avec des traders et des market makers. Et c'était un enjeu essentiel pour eux. C'était les premiers, je pense, parmi les premiers en tout cas dans la société, à adopter des questions de, comment on appelle ça, de la méditation, voilà, de faire du yoga, d'avoir cette approche-là de contrôle de ses propres émotions. Et ensuite, en distribuant des produits financiers auprès du grand public, j'ai réalisé petit à petit aussi qu'en fait, la relation à l'investissement, et plus largement la relation à l'argent, était non pas, comme le disent les économistes, une relation rationnelle, avec des agents dans l'économie, des particuliers qui seraient des agents rationnels dans l'économie. Ce n'est pas du tout le cas. L'immense majorité des décisions financières des gens sont prises par leurs émotions. Et on n'a pas suffisamment, sans doute, aujourd'hui, exploré ce sujet-là, ce qui m'étonne beaucoup, parce que l'argent est quand même, dans une étude assez rigolote, le deuxième sujet le plus difficile pour les gens après l'amour. L'argent est la structure sociale, un outil qui permet une forme de structure sociale sur laquelle vient se pluguer le développement humain. C'est avec de l'argent qu'on entreprend, c'est voilà, avec de l'argent qu'on embauche des gens, qu'on permet de développer des projets, etc. Donc c'est important l'argent. Et pourtant, qui parle
du rapport émotionnel des gens à l'argent. L'immense majorité des gens, en fait, en France, et on va venir à l'investissement après, mais rien que le rapport à l'argent est avant tout une angoisse. Les gens n'ont pas le sentiment d'être en contrôle, pour une grande majorité d'entre eux, et quand on est dans une société où le savoir se déploie de plus en plus, et où la responsabilité individuelle, grâce aux réseaux sociaux et à une forme de blockchain humaine de l'éducation, prend de plus en plus de place, où la liberté individuelle aussi prend de plus en plus de place, ça paraît incroyable qu'on n'ait pas encore cassé cette omerta, cette loi du silence dans le rapport à l'argent. Ouais, ce qui est vrai pour les latins, hein, parce que les Ouais. anglo-saxons ont moins le problème. Ben, pas tant que ça en fait. Ah ouais. Ouais, pas tant que ça en fait, parce qu'il y a quelques pays où les gens sont très avancés dans le rapport à l'argent. Je pense par exemple aux Pays-Bas, qui est le pays d'Europe qui a le plus haut niveau d'éducation financière, et où l'argent est vraiment perçu comme un outil. Je pense aux pays nordiques, évidemment, où le niveau de vie est plus élevé, et où le rapport à l'argent est aussi... mais il y a des pays anglo-saxons où les gens ont tout aussi peur d'investir que les Français. Il y a plein de pays où les gens investissent moins que les Français. Donc, c'est un problème qui est un problème européen. Pour avoir, ces 3 dernières années, beaucoup voyagé, moi, en Europe, et avoir été directement au contact de plein de gens, y compris, et les gens me prendraient pour un dingue, je pense, mais dans la rue, dans d'autres pays d'Europe où je vais, où je rencontre des gens, pour leur poser des questions, que ce soit le serveur au resto, le chauffeur de taxi, la personne à l'accueil du bureau. Vous faites votre étude de marché permanente en Ouais, prenant un café avec des sur une gens. terrasse Ouais, à Vienne. ouais, par exemple, ou à Madrid, ou à Milan, ou à Amsterdam. Et le rapport à l'argent est un problème partout en Europe. Voilà, c'est important de le savoir parce que je trouve qu'il y a une forme de fausse culpabilité des Français de s'auto-critiquer tout le temps. Mais si les Français n'ont pas reçu d'éducation financière, est-ce que c'est de leur faute? C'est pas de leur faute si personne ne leur a jamais expliqué. C'est de la responsabilité des pouvoirs publics qui ont jamais mis en œuvre, nulle part en Europe, des cours de finances personnelles, des cours de budget familial, des cours de gestion de l'argent au cours de la vie. Comment c'est possible qu'on apprenne aux gamins à disséquer des grenouilles ou les crises de couple entre pharaons et qu'on ne leur apprenne pas à gérer un budget familial? C'est lunaire. Donc, c'est aussi de la responsabilité des acteurs du système financier traditionnel, les banques et les assureurs. Oui, parce que celui qui nous conseille, c'est quand même le guichetier ou notre conseiller bancaire en agence. Qui n'est pas un conseiller, qui est un vendeur. Et pour parler avec énormément d'entre eux dans la discrétion des réseaux sociaux, c'est pas la faute des banquiers en agence. Eux, ils subissent le système, en fait. C'est de la responsabilité des dirigeants bancaires et assurantiels qui n'ont pas fait suffisamment évoluer leur business model pour pouvoir servir efficacement les classes moyennes et les classes populaires. Le vrai sujet, il est là. Et donc, quand on a un produit, une offre de produit, qui n'est pas intégralement transparente et bonne pour les gens, eh bien, on n'a pas intérêt à ce que le niveau d'éducation financière progresse. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de budget marketing d'investi dans l'éducation financière en France ces 40 dernières années. Et c'est aussi pour ça que des gens comme ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup pour ça, sont en train de se substituer au pouvoir public et aux banques et aux assureurs pour faire l'éducation financière des Français. Le niveau de compétences financières des 15-18 ans et des 15-24 ans et des 18-24 ans, ces 12 derniers mois, a progressé. En France, c'est à ma connaissance la première fois, ça a été mesuré par l'OCDE, et on ne parle pas de culture, on parle de compétences financières. Donc, c'est en train de marcher. Et ça, moi, à titre personnel, c'est principalement pour ça, parce que je pourrais être en train de faire autre chose. Travailler chez Trade Republic, développer une start-up à cette taille-là, c'est très dur. Ça fait 3 ans déjà. Mais quand je vois les retours qu'on a, les dizaines de milliers de messages que j'ai reçus, et je m'excuse de ne pas avoir répondu parce que j'en ai reçu beaucoup trop,
y a une demande d'éducation financière dans la société qui est monstrueuse. Et donc, vous et moi, on le sait tout ça, mais la personne qui est en train de filmer là, la personne qui m'a mis le micro tout à l'heure, elle, il n'y a personne qui lui a jamais dit. Et donc, je suis vraiment content qu'on puisse le faire maintenant, grâce aux réseaux sociaux, très clairement. Et je défendrai mordicus les créateurs de contenu, parce que les acteurs du système traditionnel des médias qui tapent sur ceux qui sont en train de les disrupter, en les renvoyant tous à l'image de l'influenceur et de l'escroc, c'est faux. Et donc, il faut aussi pouvoir le dire, parce que les gens le voient bien de toute manière. Alors, on va revenir sur votre parcours, parce que vous venez de dire que ça fait 3 ans que vous êtes chez Trade Republic, mais vous avez pris des choix de carrière risqués et très étonnants. Alors, les gens ne se rendent pas bien compte, mais quand en 2008 ou 2006-2008, vous décidez d'aller dans la partie digitale de BNP, en fait, vous allez, moi j'ai une expression parce que j'ai fait ça dans la presse, vous allez dans le bureau juste après les toilettes. C'est ça. C'est-à-dire que ça intéresse personne le digital. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde vous dit, mais vous êtes complètement fou, tu ferais mieux de faire de l'argent dans la salle de marché. Je ne suis pas invité aux apéros, quoi. Je ne suis pas perçu par les vendeurs stars de la salle comme faisant partie de leur univers. Et pourquoi vous y allez alors? Et j'y vais parce que il me semble, moi, grâce à mes parents, j'ai appris à prendre des décisions un peu iconoclastes, effectivement, un peu différentes, pour essayer de m'accomplir le plus possible, d'être le plus épanoui possible. Et ça a commencé en choisissant de partir au Kirghizistan plutôt qu'en choisissant de partir à Saint-Pétersbourg, parce que j'avais le choix entre les deux. Ça a continué en choisissant d'aller dans la seconde école de commerce et pas dans la première. C'était le cas aussi quand j'ai choisi d'aller dans un Sciences Po de province et pas à Sciences Po Paris. C'est des choix qui sont dictés par la réalité de ce que je vais faire et ce que ça va m'apporter. Et en 2008, choisir dans le secteur financier de rentrer dans la partie digitale émergente à l'époque, pour moi, c'était évident. Parce que j'envisage la vie à long terme, je ne l'envisage pas à court terme. Et donc, ça me paraissait évident, je ne sais pas comment le dire. Et puis, c'était chouette, moi, je trouvais, de comprendre comment on allait avec un site web à l'époque, une appli mobile après, des comptes Twitter. À l'époque, personne n'avait Twitter. Donc, on avait dû créer une page web où des comptes Twitter étaient aspirés et où les tweets apparaissaient, parce que les gens n'avaient pas de compte Twitter, mais on voulait quand même qu'ils voient les tweets. Donc, il y avait, voilà, on a lancé... Wall. Vous avez créé un wall. Un wall, ouais. En 2014, on a fait un MOOC, un Massive Online Open Course, où l'AMF avait accepté d'être partenaire parce que c'était une structure de place. Il y avait BNP, mais il y avait Euronext, il y avait d'autres brokers, il y avait des associations. Donc, un de mes grands regrets, mais c'est pas grave parce que j'ai pu le faire depuis 3 ans avec Trade Republic, ça a été de jamais réussir au long de toutes ces années à faire une campagne de pub de l'industrie en entier. De la même manière que manger des pommes, que les fruits laitiers des sensations pures, que 5 fruits et légumes par jour, je voulais faire une campagne de place. Et il n'y a jamais aucun acteur qui a accepté de partager du budget marketing pour le faire, parce qu'il ne croyait pas en fait à l'éducation financière. Et Trade Republic, c'est, comme souvent dans les belles réussites comme ça de start-up qui grossissent très très vite à un échelon massif, c'est parce qu'il y a une vision très très forte au démarrage qui est de dire Trade Republic, c'est des citoyens, les citoyens c'est des gens responsables, et les gens, bordel, ils ont le droit de conduire des bagnoles et des avions, ils ont le droit de créer des entreprises et de les gérer, ils ont le droit de faire des enfants et de les élever, ils ont le droit de faire à peu près tout, et ils n'auraient pas le droit de choisir comment ils veulent épargner à long terme, si on leur explique. Ils n'auraient pas le droit de choisir ce qu'ils veulent faire de leur argent. C'est incroyable. C'est une forme de racisme social qui n'est pas la mienne, et donc et qui n'est pas celle des fondateurs de Trade Republic non plus, et qui n'est pas celle, je crois, de la génération Z. Mais les auditeurs de moins de 35 ans me corrigeront si je dis une bêtise en commentaire. Alors, on reviendra sur cette histoire de république, de citoyenneté. Mais si on revient sur la banque et sur l'innovation dans la banque, est-ce que la problématique, c'est pas que la finance et la banque est un secteur hyper régulé? C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas pu avoir les barbares qui sont venus innover comme il y a eu dans d'autres secteurs
d'activité. Alors, si on les a eus, ça s'appelle FTX, et ça a laissé sur le carreau énormément de gens. Donc, c'est très exigeant, parce qu'il faut à la fois innover et sécuriser. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le taux de succès des startups du secteur financier est inférieur au taux de succès des startups du secteur du divertissement, par exemple, est lié au fait que c'est un secteur régulé. C'est un secteur régulé parce que s'il n'est pas régulé, la cupidité de certains hommes et femmes fait qu'il y a des catastrophes. Donc vous n'êtes pas contre la régulation? Je suis très favorable à la régulation, à titre personnel, pour avoir vu les effets très néfastes d'une sous-régulation. Je l'ai vu de mes yeux. Donc, oui, mais ça freine l'innovation quand même. Ça a un corollaire, effectivement, qui est que la régulation n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est le fait que la régulation est très souvent très mal faite. Lourde à mettre en place. Elle est, ou à elle est respecter. surtout, en fait, dans beaucoup de cas, mal pensée. Elle est parfois totalement inutile. Et elle est parfois issue aussi de compromis politiques qui, in fine, ne résolvent aucun problème concret. Donc l'enjeu, ce n'est pas la régulation, l'enjeu, c'est d'avoir une bonne régulation. Et ces bonnes régulations, il y en a plein, qui nous protègent toutes et tous, et qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que si on les enlève, l'état de nature de Rousseau, ce n'est pas la joie pour tout le monde, quoi. Donc le plus faible, celui qui est devenu client de Trade Republic, les classes moyennes, les classes populaires, les jeunes, les étudiants, sont des gens qui doivent être protégés du système financier et de ses excès. Ce que vous dites, c'est que quand on ouvre un compte quelque part, quelle que soit l'entreprise, il ne faut pas râler contre les vérifications, les doubles authentifications, la demande de pièces d'identité dans tous les sens. C'est une des spécificités du secteur financier, c'est que c'est un secteur essentiel de l'économie, comme je le disais tout à l'heure. C'est une spécificité réelle. Et donc, si jamais on ne protège pas suffisamment, c'est à nouveau les victimes, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est les classes moyennes et les classes populaires. C'est ce qui se passe à chaque fois. Et des exemples au XXe siècle, vous et moi, on en connaît 50, je veux dire, d'exemples. Donc, l'objectif, c'est d'avoir... Et puis, accessoirement, les banques, grâce à ces régulations, luttent au quotidien, j'en sais quelque chose, parce qu'en tant que dirigeant bancaire, je suis exposé à ça, lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent mafieux, quoi, sale, quoi. Donc, et ça, c'est un vrai sujet aussi. Je veux dire, on est content collectivement en tant que société que les banques aident les pouvoirs publics à stopper les trafiquants, les criminels, les terroristes. C'est bien aussi. C'est utile aussi. Donc, mais on a souvent pris l'excuse réglementaire pour justifier de l'incapacité du secteur financier traditionnel à innover. C'est faux. La raison principale pour laquelle le secteur financier n'innove pas suffisamment est double. Un, trop d'incapacité financière à innover, parce qu'innover dans le secteur financier signifie souvent baisser les frais, qui partent d'un niveau extrêmement élevé. Et donc, ça, il y a énormément d'acteurs financiers qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas su se réformer pour être plus légers, plus agiles, plus efficaces d'un point de vue financier. L'exemple de base, c'est les ETF, des produits qui rapportent moins aux fabricants que les fonds traditionnels, mais qui sont meilleurs pour les gens. Au plus on crée de la transparence, au plus les gens vont basculer vers les ETF. Mais les banques et les acteurs traditionnels ne se sont pas réformés pour supporter une baisse de revenus comme ça. Donc c'est un premier enjeu est financier, économique. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu que connaissent énormément de grosses structures, que ce soit dans la banque ou ailleurs, qui est une difficulté très forte à piloter des projets technologiques. Ça, je l'ai vu aussi moi-même. Et pendant la première année chez Trade Republic, c'était Noël tous les jours, pour moi, parce que je voyais des features, des fonctionnalités sortir tous les jours. La roadmap déroulée. Une roadmap de 2 semaines. Incroyable. C'est-à-dire que moi, j'étais sur des roadmaps annuels, où les projets n'avançaient pas. Avec le retard, ça faisait 2 ans. Quand ils arrivaient, ils étaient obsolètes, en fait. Donc moi, j'ai vécu un enfer digital pendant
12 ans de carrière. Et là, j'arrive, et le fondateur, il code. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'était une autre planète. Donc, c'est vrai que ça a été pour moi un grand bol d'air frais et aussi une note d'espoir de me dire, c'est possible en fait. Alors justement, les grandes banques, comme elles n'y arrivent pas à innover, vous venez de le dire, elles finissent par acheter des services qui, eux, ont innové. Ça a été la grande tendance des 5 dernières années. Alors moi, je cite beaucoup le compte Nickel parce que je le trouve très, C'est très une réussite, intéressant. ouais, c'est une C'est une réussite. réussite et en fait, il est racheté par une grande banque et en fait, on n'entend plus parler. Alors, on en entend moins parler parce qu'ils ont moins besoin de communiquer de manière agressive pour grossir. Mais il existe toujours. Une start-up a besoin de communiquer de manière agressive pour émerger dans le panorama médiatique, même dans le panorama, on vit aujourd'hui dans une économie de l'attention, et donc pour pouvoir émerger, on a besoin de beaucoup communiquer. Il me semble que néanmoins, les chiffres du compte Nickel sont très significatifs et plutôt positifs pour eux, y compris chez BNP. Donc je dirais que c'est plutôt un exemple de réussite. Des exemples de grosses banques qui ont racheté des startups Pour les tuer. sans faire exprès. Mais sans faire exprès. Ah oui, C'est c'est ça pas le une pire. volonté. Mais c'est même pas une volonté. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté sincère d'intégrer, de bénéficier, de leverager, mais c'est un truc qui est extrêmement difficile. C'est très difficile aujourd'hui. Il faut faire un alignement culturel entre les équipes, il faut qu'il y ait un alignement technologique pour que la nouvelle technologie qu'on rachète soit pluggable sur l'ancienne, et il faut que les dirigeants des acteurs traditionnels se mettent à adopter la culture de la start-up plutôt que l'inverse. Et donc, c'est un processus qui est extrêmement difficile, et le nombre de fintech qui se sont très bien développées et qui ont été ensuite détruites par inadvertance ou par défaut par les acteurs traditionnels, il y en a plein. Oui, donc il ne faut pas se dire que c'est de la volonté de réduire des acteurs, d'éliminer des acteurs quand il y a des rachats comme ça. C'est une Et stratégie qui est extrêmement rare. C'est-à-dire que le fait qu'une entreprise dépense de l'argent pour détruire un concurrent, c'est rarissime. C'est-à-dire que c'est très rare que ce soit ça l'objectif. L'objectif d'une entreprise en général, c'est de grossir. Donc quand on rachète une boîte, c'est pour grossir plus vite, plus fort, plus loin, d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt de l'incompétence face à un sujet extrêmement difficile à nouveau. C'est un vrai challenge de racheter et d'intégrer une boîte. Moi, je l'ai vu plusieurs fois dans ma carrière d'avant. Et dans l'immense majorité des cas, l'enjeu est avant tout humain. Et c'est avant tout parce que les fondateurs de la start-up en question ou les dirigeants de la start-up en question ne s'intègrent pas bien dans la culture de la nouvelle entreprise et du coup ne peuvent pas apporter, parce qu'une start-up, avant d'être une tech, c'est des gens. C'est des êtres humains qui travaillent ensemble et qui essayent d'accomplir quelque chose. Et s'ils y arrivent, c'est oui parce qu'ils avaient une belle tech, mais ils ont développé cette tech ensemble. Donc c'est un travail d'équipe, de gens, qui a produit un résultat technologique qui est utile. Mais c'est avant tout des gens. Et donc quand on perd ça, cette capacité de travail, cette relation, cette énergie collective qu'ils ont pour développer, c'est là qu'il y a de la valeur qui se détruit. Mais des exemples, il y en a des milliers. Des milliers. Donc c'est très difficile parce que il y a quand même des gros acteurs qui arrivent à innover très fort. C'est quand même le plus gros asset manager mondial qui a le plus gros carton sur un ETF Bitcoin, à ma grande surprise. C'est quand même le plus gros asset manager mondial qui est en train de tokeniser des actifs traditionnels sur la blockchain. Donc innover quand on est très gros, c'est possible quand même. On parle de BlackRock là? Par exemple. Mais c'est possible, malgré tout. Il y en a qui y arrivent. Mais il y en a beaucoup qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et ça, c'est une autre histoire. Alors vous venez de parler beaucoup d'humains et vous parlez très souvent d'humains et c'est intéressant parce qu'en fait on se dit toujours que la finance c'est tout sauf de l'humain, mais vous dites exactement le contraire. Et effectivement vous avez rejoint une entreprise qui a le mot République dans son nom. Bien sûr, on essaie Motrade sincèrement aussi, d'humaniser ouais. l'épargne, l'investissement, on essaie d'humaniser ça. Ouais. Et donc par rapport à mon introduction tout à l'heure, vous pensez, quand j'ai dit qu'on n'avait pas la culture de l'investissement en France, que vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ça vient de quoi? D'un sujet religieux, d'un sujet d'éducation financière, vous l'avez dit uniquement? Ou est-ce que c'est pas très vrai finalement? Il y a beaucoup à dire. Il y a deux raisons principales au fait que les Français ne se soient jamais vraiment intéressés à l'investissement.
D'abord, on est tous d'accord pour dire qu'on est un peuple d'épargnants. C'est-à-dire que mettre de l'argent de côté tous les mois, chez les Français, c'est un truc qui est complètement installé. Donc on n'a pas de problème d'épargne du tout. Déjà, c'est une première base. Et on n'intègre jamais les cotisations en retraite. C'est-à-dire qu'en plus, on n'a même pas le sujet-là. Et souvent, on n'intègre pas dans la pensée aussi les crédits IMO. On pense plus au crédit immobilier comme une dépense qui remplace un loyer, mais on ne pense pas que c'est un investissement. En fait. Ouais. On a du mal à le percevoir. Patrimoine immobilisé, ouais, finalement. Et donc, il n'y a pas de problème avec l'épargne, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les raisons pour lesquelles c'est jamais développé, c'est parce que les gens n'ont pas eu besoin avant tout. C'est-à-dire que quand le général de Gaulle, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, décide, dans son alliance avec les partis de gauche, de créer un État-providence en France, il impacte énormément le destin français vis-à-vis de l'investissement. Et donc, du fait de cet État-providence, du fait qu'on n'avait pas besoin d'investir pour avoir une bonne retraite en France, eh ben, les gens s'y sont pas intéressés, parce que c'était pas nécessaire. Quand un truc n'est pas nécessaire, tu t'y intéresses pas. Le nombre de gens qui s'intéressent à la voiture électrique, au recyclage de l'eau, à installer des panneaux solaires chez soi depuis ces dernières années parce que ça devient nécessaire, est énorme. Il y a 20 ans, il y avait très peu de gens qui s'y intéressaient. Donc sur l'investissement, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient nécessaire. Et donc, ça ne l'était pas pendant très longtemps du fait de l'État-providence. Je n'ai pas besoin d'expliquer que l'État-providence est en grande difficulté parce que le vieillissement de la population, c'est une super nouvelle à l'échelle individuelle, et j'embrasse mes grands-parents, mais c'est une nouvelle plus dure pour notre solidarité. Pour l'équilibre du système de retraite. C'est même un Armageddon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible quand la population vieillit de maintenir notre système de retraite. Donc, il y avait ça c'est en train de disparaître, les gens en prennent conscience, ça génère une émotion chez eux qui est double, qui est une forme de colère vis-à-vis des pouvoirs publics d'avoir laissé cette situation arriver, et il y a une forme aussi de peur face à l'avenir. Les générations actuelles sont parmi les premières générations où les parents ont peur que leurs enfants aient une vie moins bonne que la leur. Donc c'est en ça que c'est un problème. Et c'est en ça aussi qu'on comprend très vite que la structure financière de la société permet le développement humain. Puisque la principale conclusion du fait que la structure financière va moins bien, c'est « j'ai peur que mes enfants aient une vie moins bonne que la mienne ». Moi, c'est un truc que je n'accepterai pas. C'est un truc que l'immense majorité des gens ne peuvent pas accepter. Donc, investir devient nécessaire. Ça ne l'était pas avant, première chose. Deuxième chose, les pouvoirs publics et les banques et les assureurs ont empêché l'émergence d'une culture financière en France en ne proposant pas des bons produits, en ne proposant pas d'éducation financière, en ne faisant pas de publicité pour des bons produits financiers. Et donc, et l'État, en construisant une structure de l'épargne et de l'investissement en France qui est indexée principalement sur le fait de payer moins d'impôts, a oublié qu'il y a 50% de la population, si je ne dis pas de bêtises en France, qui ne paye pas d'impôts sur le revenu. Donc en fait, ce qui s'est passé, et je l'ai vu de mes yeux, hein, c'est que, et c'est pas ils n'ont pas fait volontairement, c'est pas un complot, je suis pas là en train de dire, ça n'existe pas ça, enfin c'est des conneries, je veux dire, c'est juste le travail des hauts fonctionnaires qui s'est fait comme ça, la culture des gens, c'est des gens. Oui, même aisés. La leur n'était pas bonne en fait. C'est-à-dire que c'est l'économie, ils l'ont apprise au lycée, quoi. Ils l'ont pas apprise. Et ils ont eu des cours au lycée, s'ils ont fait un peu terminal B pour parler comme un vieux. Mais les cours d'économie en France pendant très longtemps étaient idéologisés. Oui, c'est Keynes. Les cours dans les grandes écoles étaient absents, et surtout, il n'y a aucun cours, nulle part, de finances personnelles, d'argent du quotidien, de l'argent et vous. Nulle part, ça n'existe pas. Et donc, comme c'est des gens aisés, les hauts fonctionnaires, qui écoutaient des lobbies, c'est leur job aussi d'écouter l'industrie bancaire et assurantielle, dont les dirigeants sont des gens aisés, qui parlent toute la journée à des gens aisés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit un système qui est efficace pour les gens aisés. Et donc, ils n'ont pas du tout pensé, parce qu'il y avait le livret A, à construire autre chose pour l'immense majorité de la population. Donc, la raison, elle est là. Est-ce que c'est en train de changer? Oui, mon général. Et très vite. Et très, très vite. Parce que la génération Z, ce qui s'est passé avant, elle n'en a rien à faire. Oui, visiblement, il y a un aspect très pragmatique. Ils n'ont aucun problème, par exemple, sur les paris.
Alors qui est le mauvais côté de l'usage de l'argent, mais les sites de paris sportifs, les applis de paris sportifs sont très utilisés par les jeunes. Ça les choque pas du tout. Enfin, C'est le point d'entrée. le C'est-à-dire que moi, je le mets dans la même voilà. catégorie que les petites cryptos. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les shitcoins, les paris sportifs, ça, c'est un truc qui est un crochet, un hook cupide, mais qui fait prendre conscience aux gens que c'est possible de mettre de l'argent quelque part et d'en retirer plus ensuite. Donc, je ne peux pas soutenir ni les shitcoins, le Bitcoin, Ethereum, c'est différent, mais je ne peux pas soutenir et les shitcoins ou à une époque certaines NFT ou les paris sportifs, mais j'observe que ça a le mérite de faire comprendre aux gens qu'il est possible, et dans toute la société, parce que ça se déploie très facilement partout. Ensuite, il faut vite rajouter un étage d'éducation financière pour que les gens comprennent ce qu'ils font. Donc, moi, je ne suis pas partisan d'empêcher les gens. Je suis partisan de dire, brûle-toi, vite, avec peu d'argent. Donc, le seul truc que je dis, c'est si vous faites des shitcoins, si vous faites des paris sportifs, si vous achetez une formation au trading sur Snapchat, si vous avez Accepter de tout perdre. Sachez que vous allez tout perdre dans l'immense majorité des cas. Oui, il y a un copain qui est arrivé, mais c'est pas parce qu'il y en a un qui est arrivé que tous vont y arriver, au contraire. Donc, au moins, les gens vont se brûler. Ils vont faire une connerie, ils vont perdre de l'argent. Faites-le petit au début. Faites-le petit. Faites-le petit. Parce que le fait de se brûler, ça doit normalement vous pousser à faire un truc qui est un slogan de la jeunesse aujourd'hui, qui est Dior, D-Y-O-R, Do your own research. Faites vos propres recherches. Et la génération Z accepte ça parce qu'elle a grandi dans un moteur de recherche, d'y aller et de faire ses propres recherches. Mais le fait que le parcours de la jeunesse soit « je suis attiré par un contenu qui appelle à ma cupidité », j'essaye, je me brûle, ça m'énerve, je fais mes propres recherches et je développe ma culture financière grâce aux réseaux sociaux, c'est ce que je suis en train de voir moi au quotidien. Donc on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est ça qui est en train de se passer. Alors vous avez parlé plusieurs fois d'une méthode de gestion financière qui est le DCA, donc le Dollar Cost Average, qui est finalement de dire je place un peu d'argent régulièrement, alors soit à un jour fixe, soit un peu quand je veux dans le mois, mais en tout cas. Et pour vous, c'est un peu l'assurance de mieux placer ou de prendre moins de risques, ça diminue le risque. C'est quoi l'idée du DCA dans votre esprit? Le DCA, c'est comme la démocratie. C'est le moins pire des systèmes. C'est-à-dire c'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Et donc, ça réduit le risque. Ça, c'est des maths, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un argument commercial. Ça réduit le risque sur quelque chose qui évolue, sur des cours qui évoluent. Hein. Ça permet de lisser les effets de cours. Ça moyennise, je ne sais pas comment on peut le dire le plus simplement possible. Donc, ça a un avantage technique qui est que ça réduit le risque. À long terme, pour l'immense majorité des gens qui auraient pris des mauvaises décisions au cours de leur vie, ça permet aussi d'augmenter la performance moyenne. Il y a des cas où investir tout d'un coup en début de période est meilleur que d'investir un petit peu tous les mois. Mais là où j'arrive sur le troisième point, l'immense intérêt du dollar cost averaging, de l'investissement programmé, c'est que c'est accessible à tout le monde. Ça répond aux deux problèmes que les gens ont et qui les empêchent d'investir. Je ne sais pas quoi acheter, je ne sais pas quand l'acheter. Nous, ce qu'on dit, c'est investir est devenu indispensable. Il faut donc bien commencer quelque part. Commencer par faire du DCA en ETF permet de répondre simplement à ces deux questions. Je ne sais pas quand investir, je le fais tout le temps, un peu tous les mois. Je ne sais pas quoi acheter, je ne sais pas quelle action acheter, achète-les toutes. C'est un ETF monde. Voilà, donc le DCA sur ETF, j'insiste, parce que le DCA fonctionne particulièrement bien avec des actifs qui montent à long terme. Donc, c'est pour ça qu'il a aussi bien marché, par exemple, sur le Bitcoin ces derniers temps. C'est pour ça que d'acheter de l'or tous les mois, ça fait du sens.
C'est pour ça que d'acheter un ETF, parce que c'est un indice boursier, et on peut y revenir après, fait du sens. Faire du DCA sur une action unique, c'est beaucoup plus risqué que de le faire sur un indice. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu de ça. Le plus gros apport qu'a le DCA en ETF n'est pas d'être une martingale, ça ne l'est pas, c'est d'être accessible à tout le monde. Il y a toujours du risque. Hein, évidemment, bien sûr. Si l'économie mondiale se pète la figure, il y a un moment donné où les indices boursiers aussi vont se péter la figure. Donc, mais bon, si c'est la fin du monde... La bonne nouvelle, c'est que l'or montera à ce moment-là. Donc, c'est diversification. En fait, le DCA, c'est une diversification temporelle, tout simplement. Donc, forcément, comme c'est une diversification, pour le grand public, ça apporte quelque chose. Alors, prenons l'exemple de l'or, du cours de l'or et de l'argent, parce qu'ici, on en parle beaucoup, Bien sûr. où on a des cours très élevés. En ce moment, on est record sur record, à peu près tous les jours, depuis le mois de mars, on va dire. Et donc, comment on fait, et les indices boursiers, on pourrait prendre à peu près la même chose sur certains indices boursiers qui ont l'air d'être très élevés. Et donc, comment on fait pour faire du DCA sur du cours très élevé? Ou est-ce que ça a un intérêt de faire du DCA sur un cours très élevé? Là, on cherche à maximiser. En posant cette question, culturellement, on cherche à maximiser la performance. Et potentiellement, dans votre question, on cherche à battre le marché. Le DCA ne répond pas à ces objectifs. La question n'est pas de savoir si aujourd'hui les cours sont trop élevés, puisque personne ne le sait. Certains l'anticipent avec plus ou moins de succès, mais personne ne le sait. Personne ne sait de manière certaine où vont aller les cours de n'importe quel actif. Personne ne le sait. Donc, il ne faut pas oublier que l'immense majorité des gens qui ne sont pas des analystes boursiers n'anticipent pas l'avenir des marchés. Donc, quand on n'anticipe pas ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent, l'enjeu n'est pas de savoir si c'est le bon moment pour investir. L'enjeu, c'est de commencer à investir. Donc, on me posait la même question fin 2022, à un moment où les commentaires, les analystes, moi-même, anticipaient une baisse des marchés à court terme, très forte. Énormément de gens se sont dit donc, ça n'est pas le bon moment pour commencer à investir ou pour investir tout court, je vais attendre que les marchés se pètent la gueule pour faire des achats à bon compte. Dans les 12 mois qui ont suivi, les marchés financiers, le Bitcoin, l'or, tout a explosé. Les seuls qui ont bénéficié de ce mouvement ne sont pas ceux qui ont essayé de faire ce qu'on appelle du market timing, en se posant la question est-ce que c'est le bon moment ou pas. C'est ceux qui faisaient du dollar cost average. Et à ce moment-là, mes seules lignes qui performaient correctement, c'était mes lignes en DCA. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour tout mettre sur le CAC 40 ? Non, évidemment. Est-ce que le CAC 40 va continuer à monter ? Moi, il n'y a rien qui me laisse penser le contraire. Est-ce que c'est le bon moment pour commencer à mettre 50 balles par mois sur le CAC 40 ? Oui, bien sûr. Vous prenez très très peu de risques en mettant 50 € ce mois-ci sur le CAC 40. 50 € n'importe où d'ailleurs. Hein. N'importe où. Donc en fait, c'est un changement de modèle mental. Mon rôle à moi, c'est d'accompagner ce changement de modèle mental et de modèle culturel, de perception de l'investissement. Mon travail est très grandement facilité par le fait que la génération Z a déjà changé de perception. Les études qu'on avait menées, nous, avec l'IFOP à l'époque, il y a 1 an ou 2, le montraient déjà. On aura l'occasion dans les mois qui viennent de remontrer aussi des études là-dessus. Le niveau d'éducation financière augmente, les jeunes n'ont pas peur d'investir. Et là, je vais citer mon ami Hardisk, qui m'a dit un jour ton livret A à toi, monsieur le boomer, moi c'est mon MSCI World. Voilà, c'est un bon reflet, je crois, de ce qui est en train de se passer dans la culture de la génération Z. Alors, je vais faire le boomer moi aussi, et je suis bien placé pour le faire. Je suis cohérent. Il y a quand même un vrai sujet sur les actions et sur les indices boursiers, c'est le décalage entre, visiblement, la réalité économique de certaines entreprises et leurs actions. Ça, on a le droit, en tant qu'éduqué financièrement, de se poser la question et de s'interroger sur ce sujet-là. Bien sûr.
Ce qui est utile au très grand public, c'est vraiment les indices boursiers. Et parce que les indices boursiers ont cette beauté automatique, comme le DCA, c'est automatique. Et quand c'est automatique, tout ça, il n'y a pas d'aléa humain. Donc quand il n'y a pas d'aléa humain, il y a souvent moins d'émotions. Comme l'investissement est quelque chose qui génère des émotions chez les gens, ça permet de contrôler ça, en fait, d'automatiser. Et les indices ont un mécanisme auto-nettoyant. Ce que j'appelle moi auto-nettoyant, c'est-à-dire, c'est Darwin en bourse. Vous dites, le CAC 40, c'est, et ce sera toujours, les 40 plus grosses entreprises de France. Ça, Oui, parce que si elles diminuent en capitalisation, elles sortent. Et voilà. Et celles qui montent, elles rentrent, celles qui grossissent. Ça ne vous rappelle pas un fonctionnement, ça? Le foot, évidemment. Évidemment. Et donc, personne ne sait si Séville ou le Real Madrid vont être des bons clubs dans les 5 ans qui viennent. Mais tout le monde a confiance dans le fait que la Liga espagnole ou la Première Ligue anglaise sont et resteront des très bonnes ligues. Ben, sur les indices boursiers, c'est exactement la même chose. C'est Darwin. Celles qui rapetissent, elles sortent. Celles qui grossissent, elles rentrent. Et vous avez toujours les 40 plus grosses. C'est pour ça que les indices boursiers, ça monte à long terme. Donc, ce mécanisme-là permet d'enlever la question, déjà, pour l'immense majorité des gens qui ne feront jamais de stock picking. Le stock picking, choisir une action, soit c'est un enjeu affectif, c'est-à-dire qu'on investit dans une entreprise qu'on consomme et qu'on aime. Aujourd'hui, les gens construisent de plus en plus, d'ailleurs, des relations affectives avec les entreprises. C'est plutôt bien ça. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Pour les entrepreneurs qui réussissent à construire cette relation, c'est évidemment très puissant. Ça peut aussi générer des excès, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Néanmoins, il peut y avoir ça, c'est-à-dire l'investissement, je dis n'importe quoi, au hasard, c'est pas un conseil d'investissement, mais je suis fan de Nike, je m'achète une paire de Nike tous les trimestres, mettons. Bon, bah, ça peut faire du sens, effectivement, d'être actionnaire de Nike. Parce que le meilleur cashback qu'on peut avoir quand on est acheteur d'iPhone ou acheteur sur Amazon, c'est d'avoir des actions Apple ou des actions Amazon. Donc, et les exemples comme ça sont hyper nombreux. Et voilà, c'est une finance qui soit un peu plus circulaire, où on a des gens qui consomment, mais qui reçoivent aussi les fruits de leur consommation. C'est la mécanique qu'on a implémentée sur la carte Visa qu'on a lancée d'ailleurs, où il y a 1% de save-back, c'est-à-dire tu dépenses, mais tu reçois 1% dans ton plan d'épargne gratuitement. Cette mécanique-là de recyclage, cette mécanique d'optimisation, c'est une mécanique que tout le monde connaît aujourd'hui pour l'avoir fait pour le plastique, pour le verre, pour l'eau, pour la biodiversité. Et je pourrais en citer 15 autres. Eh bien, nous, on est en train de le faire pour l'argent. Et les gens aussi sont en train de le faire avec nous. Donc, est-ce que la bourse est corrélée à l'économie réelle? Est-ce qu'il y a des entreprises qui font l'objet de vagues spéculatives? Est-ce que ce qui se passe sur GameStop est stupide? Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas que ça empêche l'émergence d'une génération d'investisseurs efficaces à long terme en Europe. Parce qu'à nouveau, si on ne le fait pas, le problème, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Si vous vous souvenez de la haine, le problème, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et l'atterrissage, c'est en 2045, quand on sera à la retraite et qu'on perdra 40% de pouvoir d'achat au moment de partir en retraite, qu'on ne pourra plus aider financièrement nos enfants et nos petits-enfants, c'est le pacte social français qui s'effrite. Et c'est pareil dans toute l'Europe. Donc, c'est ça qu'on essaye d'éviter. Et pour éviter ça, il y a un côté un peu bulldozer. Donc, je fais l'objet de critiques. Bienvenue, parce que ces critiques font vivre le débat. Il y a un côté bulldozer dans le sens où, bah oui, non, je suis désolé, mais moi, je ne jouerai plus le jeu du secteur financier traditionnel et je ne répondrai plus aux questions comme avant et je dirai ce que je pense, quitte à avoir un procès en diffamation, parce que ça doit contribuer à faire émerger cette culture-là que la génération Z veut. Donc voilà, les gens sont libres, les gens sont responsables, les classes moyennes et les classes populaires aussi. Et la meilleure manière de faire investir les gens sur des entreprises européennes, la meilleure manière de les faire investir à long terme n'est certainement pas, messieurs, dames, les décideurs,
de bloquer, limiter, imposer, créer des conditions d'une complexité à n'en plus finir. Le PA Jeune est-il un succès en France? Non. Le PEA-PME est-il un succès en France? Non. Donc, est-ce que quelqu'un a augmenté, avec des règles plus strictes, la détention à long terme? Non. Est-ce que les gens aiment leur PER ou leur PE? Non. Ce qui marche, c'est l'éducation financière. Donc, il faut, à un moment donné, voilà, croire un peu aussi dans les gens, quoi. C'est ça qu'on essaye de faire. Alors, je voudrais vous poser une dernière question et en forme de conclusion. Vous avez une entreprise qui porte donc le mot de République. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir comme devise pour cette entreprise liberté, égalité, fraternité, comme la République française, ou ça irait trop loin? Ah! C'est marrant parce que on n'a jamais, comme notre mission, c'est de lutter contre la crise des retraites, de démocratiser la richesse, j'ai jamais pensé à notre slogan en tant que République. Mais la liberté, bah, je pense que tu fais difficilement plus libre que Trade Republic. Tu peux investir dans ce que tu veux, tu peux retirer quand tu veux, tu peux investir de 7h le matin à 23h le soir, tu peux stopper tout. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune contrainte de frais qui viennent te bloquer ou quoi que ce soit. Donc, en termes de liberté, on peut difficilement aller plus loin que ça. En termes d'équité, D'égalité ou d'équité? bah, là aussi, nos clients ont tous les mêmes services, nos clients ont accès tous aux mêmes produits. Ça, c'est la digitalisation en général, quand elle est bien faite, quand elle est Ouais, bien. mais aussi 4% d'intérêt de la Banque Centrale Européenne sans aucune condition. Même les acteurs modernes, nouveaux, digitaux, mettent des conditions. Nous, on n'en met aucune. Nos cartes, il y en a 3, elle est virtuelle, elle est en plastique, ou c'est une carte miroir en acier brossé. Elles ne coûtent pas le même prix parce qu'il faut les fabriquer, donc ça peut coûter cher à l'achat. Mais ensuite, elles ont toutes les mêmes services, toutes les mêmes avantages. Donc, en termes d'équité, on peut difficilement faire plus large. Et puis, il y a aussi cette notion d'égalité d'accès. Pourquoi, aujourd'hui, pouvoir investir dans une obligation LVMH en direct, recevoir 4% de sa banque, de la Banque Centrale Européenne, ce que devraient payer toutes les banques, hein, nécessite d'être client d'une banque privée? Bah, chez Trade Republic, il y a une égalité totale d'accès à tous. La fraternité, ça dépend comment on l'envisage. Oui, on risque de partir pour 1 heure hein, sur ce sujet-là. Parce que chacun investit pour lui-même chez Trade Republic. Il n'y a pas de redistribution collective. Il n'y a pas d'effet de masse. C'est pas un produit fraternel, entre guillemets. C'est pas comme on cotise pour la retraite et tous ensemble, ça crée un gros pot qu'on répartit ensuite. C'est pas un dispositif qui est un dispositif solidaire. Cependant, il y a une dimension actuellement énorme de fraternité sur Trade Republic, c'est le partage d'informations sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'appelle moi la blockchain humaine de l'éducation financière. C'est ce qui explique que je n'ai pas de community manager, parce que dans l'immense majorité des cas, quand il y a des questions sur Trade Republic, c'est les gens qui répondent à notre place. Parce qu'ils ont envie de faire connaître et d'élever un peu le niveau de compétence de leurs amis, de leurs fiancés. Et le cas le plus typique qu'on a actuellement, c'est des parents. On a énormément aujourd'hui de parents de clients, 45, 50 ans, 55 ans, qui nous rejoignent. Ça nous a posé un problème d'ailleurs, parce qu'ils avaient le même numéro d'identification fiscale que leurs jeunes enfants. Donc on a dû s'adapter à ça. Voilà, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Donc il y a la liberté d'investir, il y a l'égalité d'accès à tous les produits, et il y a la fraternité de l'éducation financière collective. Mathias Biacchino, merci beaucoup pour tous ces éléments. J'espère que cet entretien vous aura éclairé sur la possibilité d'investir et l'éducation financière. On se retrouve sur cette chaîne, vous pouvez discuter et pareil échanger en tant que communauté, donc c'est pas de la solidarité, c'est de la communauté qu'il y a sur cette chaîne YouTube. Au coffre, merci beaucoup, à bientôt. Et j'en profite pour
vous remercier aussi, parce que le travail qui est fait sur cette chaîne YouTube est d'utilité publique, et parce que Aucoffre a permis de rendre accessible quelque chose qui était avant réservé à une élite. Donc on n'a peut-être pas le même maillot, mais il est certain qu'on a la même passion, ça c'est sûr. Ben voilà, c'était une conclusion à 2 étages, comme les fusées. Eh ben, on espère qu'elle ira bien loin, cette fusée. Merci à la chronique Agora de nous avoir accueillis une nouvelle fois dans leur magnifique studio. N'oubliez pas de télécharger gratuitement leur rapport, la meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation. Le lien est accessible dans la description de cette vidéo.